Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de Ça vous regarde ce soir, le scandale des violences sexuelles dans le sport. La parole des patineuses s'est libérée, l'omerta s'est brisée. Et après, quelles conséquences auront tous ces témoignages? A-t-on vraiment pris le problème à bras-le-corps? Et dans les clubs, dans les fédérations, nos enfants sont-ils vraiment protégés? On en parle ce soir dans notre grand débat avec notamment Adrien Taquet, le secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Ne vous demandez plus si le racisme anti-asiatique existe. Le coronavirus a fini par montrer que c'était une maladie. Cette crise sanitaire a rouvert la boîte de Pandore partout dans le monde. Les réseaux sociaux débordent d'insultes. Comment lutter contre? C'est la question du soir. Et puis, notre grand témoin ce soir est un amoureux de la langue française et des hommes politiques d'autrefois, ceux qui avaient de la grandeur, de la tenue, de la pudeur et de la hauteur. Pas étonnant qu'il ait écrit un dictionnaire amoureux du général de Gaulle qui sort aujourd'hui. Denis Tillinac est avec nous ce soir. Voilà, vous savez tout, c'est parti. Hashtag CVR, n'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Denis Tillinac, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être notre grand témoin. Vous êtes écrivain, prolixe, 50aine de titres, journaliste, éditeur. Et vous êtes un nostalgique assumé, hein, vous aimez bien le mot, des hommes politiques d'antan, de ce monde d'hier qui disparaît peu à peu. Vous publiez un nouveau dictionnaire amoureux chez Plon, cette fois. C'est au général de Gaulle que vous faites une belle déclaration d'amour, livre que vous dédiez à votre père. On en parlera tout à l'heure dans cette émission. Mais d'abord l'actualité, ça fait la une depuis quelques jours. Ce sont ces scandales sexuels qui secouent le monde du sport. On en parle avec vous, Adrien Taquet. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Que doit faire l'État pour garantir aux familles qu'elles peuvent mettre leurs enfants en sécurité dans les clubs, dans les fédérations? Vous nous le direz. Simon Latournerie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes ancien joueur de rugby professionnel, aujourd'hui entraîneur, c'est bien ça? Pas entraîneur, mais j'ai le diplôme effectivement pour le faire. En tous les cas, vous êtes membre d'une association, Colosse aux pieds d'argile, qui lutte contre la pédocriminalité dans le sport. Association qui, je le dis d'entrée de jeu, n'a pas travaillé avec Didier Gaillaguet, le patron de la Fédération des sports de glace, contrairement à ce qu'il a affirmé dans sa conférence de presse. Enfin, Vendry Lanos, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes journaliste, réalisateur, Enquête disclose, dont vous êtes l'auteur, qui a été diffusée sur France 2 dans l'émission Envoyé spécial, enquête sur l'omerta, sur la pédophilie dans le sport. Merci à tous les quatre de participer à ce débat en direct. Je vous donne la parole dans un instant. Celui qui nous plante le décor à sa manière, comme tous les soirs, cette fois, c'est ce qui se passe dans le monde du sport. Si j'ai bien compris, c'est signé Stéphane Blakowski. Tout de suite. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Si j'ai bien compris ce soir. Si j'ai bien compris, Myriam, finalement, il semblerait que l'Église catholique ne soit pas la seule institution touchée par des affaires de pédophilie. On avait beaucoup d'affaires de prêtres pédophiles à la une des journaux. On était très concentrés sur la pédophilie dans l'Église. Et puis, peut-être qu'on a oublié qu'aujourd'hui, finalement, il y a quand même beaucoup plus d'enfants qui sont inscrits dans des clubs ou des associations sportives plutôt que d'enfants inscrits au catéchisme. Donc, dans l'Église, souvent la hiérarchie a opposé la loi du silence quand on l'accusait. Ça s'est un peu dissipé. Ça. Il y a eu beaucoup de témoignages, il y a eu des enquêtes journalistiques, surtout il y a eu des procès, donc la parole s'est libérée, alors que dans le monde sportif, on n'en est pas encore là. Il y a quand même une sorte de loi du silence. D'ailleurs, la ministre Roxana Maracineanu avait d'abord tiré le signal d'alarme. Il y a même plus d'un an, c'était en novembre 2018, elle disait à RTL, donc je ne vais pas mettre l'extrait sonore, mais vous verrez ses propos, que oui, il y a une omerta sur les violences sexuelles dans le sport. Comment l'expliquer, cette omerta? Alors, dans le monde du patinage, en fait, c'est pas à proprement parler une omerta. Enfin, je vous explique. C'est-à-dire que avant que Sarah Abitbol publie son livre pour révéler qu'elle avait été violée par son entraîneur, beaucoup de monde dans le monde du patinage français se doutait ou savait plus exactement que Gilles Meyer, son entraîneur, avait des relations inappropriées avec ses élèves. Mais ce qu'explique Nathalie Péchala, donc une championne de cette époque, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment une omerta au sens de représailles qui les empêchait de parler. C'est surtout qu'ils n'avaient pas du tout conscience de la gravité des faits. Donc, on écoute sa version sur RMC. Ce qui me surprend le plus, c'est qu'on a tous entendu des petites phrases de type il a frappé à la chambre d'une fille à 1h du matin, il lui a envoyé un texto un peu chaud, mais encore une fois, on prenait ça avec
évidemment trop de légèreté, mais on pensait que c'était un cas isolé et qu'il n'y avait pas eu de suite. Alors évidemment, le livre de Sarah Abitbol lui a ouvert les yeux, et donc aujourd'hui Nathalie Péchala, elle a un petit peu mauvaise conscience en fait de ne pas avoir bien mesuré la gravité des faits, et elle s'en explique. Mais oui, je suis tombée de haut, et quelque part, une petite voix dans ma tête me disait « Souviens-toi ce que tu as entendu ». C'est pas forcément, voilà, c'était pas forcément ce que je pensais. En fait, c'est très grave. C'est très grave. Et aujourd'hui, on est là pour réparer ça. Voilà, c'est très grave et la prise de conscience, elle est bien là aujourd'hui. D'ailleurs, Nathalie Péchala s'est engagée Exactement. pour lutter contre ça. Il y a une tribune qui a été publiée dans le Parisien. 54 sportifs l'ont signé, dont Teddy Riner, notre super champion. Donc, vous voyez, on la voit apparaître. L'idée, c'était il est temps de donner de la voix, donc de briser le mur du silence. Mais s'il y a tant de champions qui l'ont signé, c'est évidemment, il n'y a pas que le patinage dont on parle qui est touché par la violence sexuelle. D'ailleurs, c'était un des arguments de Didier Degailleguet pour se défendre, plutôt que d'assumer sa part de responsabilité. Il disait, mais il n'y a pas que moi, il y a aussi les autres. On l'écoute. Je sais aussi que nous ne sommes pas les seuls, puisque 28 sports ont été concernés l'an passé par 77 affaires sur des mineurs de moins de 15 ans. Voilà, alors face à l'étendue du problème, que propose le gouvernement? Alors vous avez raison, quand il y a un problème, le ministre doit prendre des mesures, évidemment. Bon, il n'y a pas de mesure qui va faire disparaître d'un coup les violences sexuelles, évidemment, mais le gouvernement, rassurez-vous, a quand même pris des mesures. Notamment, il souhaite qu'on puisse vérifier que les bénévoles dans les clubs de sport ne soient pas sur un fichier des agresseurs sexuels qui existe. Donc, il y a 84 000 noms sur ce fichier. Et puis, il est déjà utilisé dans l'éducation nationale, par exemple. On s'assure que les profs ne figurent pas, n'aient pas un passé, un casier d'agresseurs sexuels. Mais est-ce que c'est suffisant? Même là, c'est pas sûr, en fait. Parce qu'il faut que le fichier soit à jour, il faut que les gens parlent. Et ce que fait remarquer la ministre, c'est que dans le cas de l'entraîneur de Sarah Abitbol, Gilles Beyer, on aurait consulté le fichier, on aurait dit mais il n'y a pas de problème, on l'écoute. Aujourd'hui, ce monsieur n'avait rien dans son casier judiciaire. Rien. Donc il faut que les gens qui ont subi des choses, connu des choses, petites filles, petits garçons, grandes filles, grands garçons qui viennent témoigner pour qu'on ait des éléments pour pouvoir acculer tous ces gens lorsqu'ils passeront devant le juge. Alors j'ai un copain qui me dit souvent, tu sais, les gens sont malades de ce qu'ils n'arrivent pas à dire. J'ai un peu l'impression que c'est un peu le cas de notre société qui est un peu malade de ne pas pouvoir en parler de ces violences sexuelles. Donc il n'y a pas un débat où on va s'opposer ce soir, mais au moins on va en parler, donc on va contribuer à ça. Merci Stéphane. Adrien Taquet, à quoi fait-on face, à votre avis? On a l'impression qu'on a ce scandale qui est en train de sortir de terre. Là, dans le monde du sport, il y a une cellule d'écoute qui est mise en place au ministère du Sport. Les témoignages affluent, les appels affluent. Vous mesurez l'ampleur de ce qui est en train de se passer? Mais bien sûr, mais d'ailleurs, ce n'est pas que dans le sport. L'affaire Matzneff, plutôt de la littérature. Adèle Haenel, on a beaucoup dit que c'était le nouveau MeToo du cinéma, mais peu de gens ont rappelé que cette jeune fille avait 12 ans, 14 ans quand ça s'est passé, que c'était une enfant. Donc progressivement, cette omerta qui ne se limite pas au sport, qui se répand à l'ensemble de la société, est en train d'exploser. Enfin, la loi du silence, enfin la parole des enfants des victimes est en train de se libérer. Mais les le victimes chemin, qui sont parfois des enfants. Mais oui, c'est ça la grande différence, notamment la grande difficulté, spécificité dont il faut bien avoir conscience par rapport, par exemple, aux violences faites aux femmes, et sans opposer évidemment tout type de violence, mais c'est que l'enfant ne parle pas. Et quand il parle, on a beaucoup de mal à croire sa parole. Donc il y a un enjeu de libération de la parole, et tout ce qui est en train de se passer là, qui va ébranler notre société, et ce n'est que le début. Ah oui? Je pense, oui, parce que ça renvoie à des choses. Vous savez, par ailleurs... Aucun milieu n'est épargné pour vous? Écoutez, attendez, il y a le sport. Denis Telinek va nous parler de la littérature. Il y a le sport. Non, mais attendez, 80% des violences faites aux enfants, c'est dans le cercle intrafamilial. C'est dans le cercle de la famille. 80% des violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Donc, effectivement, il n'y avait pas de raison que les violences sexuelles, notamment, qu'on constate dans un certain pan de la société, n'aient pas lieu dans le sport. Et je suis désolé, je vais te dire quelque chose de terrible. Vous l'avez évoqué. Les pédocriminels, vous savez où ils sont? Ils sont là où il y a des enfants. C'est simple, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Donc oui, dans d'autres disciplines, des choses vont sortir. Et puis dans d'autres pans de la société, des choses vont sortir. Vous savez, aujourd'hui, c'est 27 000 plaintes pour agression sexuelle sur enfants chaque année déposées en France.
Ça, on le sait depuis quelques années. On n'a pas attendu, avec tout le respect ça que j'ai correspond à combien de carrés, en fait nécessaire que vous faites. On a un moyen de savoir qu'à partir de 27 000 plaintes, ça correspond à combien de cas Vous avez tout à fait raison. Ce ne sont que les plaintes. Et donc, on peut estimer que c'est entre 100 et 150 000 enfants chaque année qui sont victimes d'agressions qui ne parlent pas et qui ne portent pas de plainte. Denis Télénac, je voudrais vous poser une question. Monsieur le ministre, parce que je suis abasourdi, moi j'ai fait du sport toute ma vie, dans 4 disciplines en compétition, et j'ai jamais, non seulement aperçu de moindres symptômes de violence sexuelle, quelle qu'elle soit, mais même j'ai même entendu parler jouer. Sur ces 20 000 et quelques que vous venez de... 27 000. Quelle est la proportion de violences subies par des jeunes filles ou des petites filles ? Et éventuellement par des garçons ou des petits garçons. Je ne vous parle que de mineurs. Oui, mineurs. Au niveau du sexe, moi j'ai lu que c'était 80% des cas des filles. En termes de genre, c'est ça, en répartition de genre, pardon. Filles ou garçons. C'est plutôt 80% effectivement de jeunes filles et 20% de garçons. Mais donc c'est aussi 20% de garçons. Je vais dans des vestiaires avec que des garçons. C'est vrai. Simon Latournerie. Je l'ai Simon va pouvoir. On est très loin de considérer que c'est uniquement le patinage, parce que là, pour l'instant, le fil qui est en train de tirer. Quels sont les sports touchés ? On se rend compte que le foot, la natation, le tennis. Ce qui se passe aussi, c'est que là, les gens parlent et qu'il y a eu énormément de scandales dans le déni et dans le silence il y a encore quelques années. Exactement. Tous les sports sont concernés. On a eu un échantillon assez large avec l'enquête de Disclose, mais tous les sports sont concernés. On le constate tous les jours, nous. Depuis 7 ans maintenant, on a atteint à peu près 4000 témoignages et ça concerne l'ensemble des sports. Même ça le peut rugby être... Même le rugby, évidemment, même le rugby, bien sûr. Et pourtant, moi-même, effectivement, mon parcours de rugbyman, y compris à l'équipe de France chez les jeunes, jusqu'à une vingtaine d'années, je n'ai jamais rencontré... Qu'est-ce qu'elle change au quotidien, là, dans les quelques jours de cette libération de la parole, les différentes victimes ou potentielles victimes avec qui vous parlez, parce que vous faites une association, dans votre association, vous êtes à la fois dans la prévention, mais aussi en aval, vous aidez les victimes à porter plainte. Exactement, à porter plainte et puis à se soigner aussi. On est aussi dans le soin et l'accompagnement psychologique. Ce qui va changer, c'est que la médiatisation, encore une fois, c'est la lumière qui va être portée sur cette situation. On peut être heureux que Sarah Abitbol, une personnalité, une championne, lève le voile là-dessus. Ce que nous, on constate, c'est que tous les jours depuis 7 ans, nous avons des victimes qui font preuve de témoignage. Des victimes qui, peut-être, sont certains champions, certaines championnes, d'autres qui n'ont pas pu devenir ces champions parce que, justement, ils ont été détruits pendant leur maturité sportive. Ça veut dire que les médias n'ont pas relayé. Bien sûr que non, mais c'est aussi la volonté d'un certain nombre de victimes qui ne souhaitent pas que ce soit médiatisé, qui restent dans la discrétion, y compris des champions. Qui ne souhaitent pas et qui peuvent pour autant s'engager dans ce combat. Puis il y a une réaction, Denis l'a eu, mais comme ça, en disant protéger son sport. Dans le rugby, chacun, j'imagine, protège son sport en disant ça ne peut pas arriver chez nous. Je ne voyais pas bien comment alors ça pouvait être qu'un entraîneur ou un éducateur qui viole un minime ou un cadet, quoi. Vendry Lanos, vous avez fait une longue enquête, ça s'appelle Le revers de la médaille, 28 disciplines. Vous avez enquêté en fait depuis l'année 70, ça commence, votre documentaire, votre film, il y a bien des années, 276 victimes, 70 affaires. Qu'avez-vous découvert précisément? Est-ce qu'il y a un effet de système? Oui, en fait, nous, c'était vraiment la volonté. C'est-à-dire, quand on a commencé à travailler, j'ai travaillé avec 2 confrères là, pour Disclose, qui sont en fait, justement, Mathieu Martinière et Daphné Gastaldi, qui avaient déjà travaillé sur les abus sexuels dans l'Église. Donc, je reviens aussi un peu au billet que vous avez fait tout à l'heure. C'est comparable. En fait, moi, je pense que c'est comparable dans la mesure où, nous, l'enquête qu'on a faite, elle est partie d'un constat, d'un pressentiment qu'il y avait sans doute un système. Et là où, moi, effectivement, je me félicite des reprises qu'il y ait aujourd'hui des témoignages ou du témoignage de Sarah Abitbol, qui est absolument bouleversant. Je dis juste que, effectivement, on avait travaillé l'enquête il y a quelques mois, et la volonté qu'on avait, nous, c'était vraiment de montrer qu'il y avait un système. Et quand je parle de système, c'est-à-dire que, en fait, il y a à la fois des responsables ou des prédateurs, disons, qui sont dans les clubs, et qu'en fait, on a constaté que parfois, quand l'alerte est donnée, soit elle est étouffée. On a documenté ça dans notre reportage, ou parfois, il y a même des prédateurs qui se déplacent d'un club à l'autre, ce qui, évidemment, soulève la question du problème de la traçabilité. Donc tout le monde se tient, c'est ce que vous nous dites. Chacun se protège.
En fait, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui sont en jeu. Il y a évidemment la difficulté pour la victime de parler. C'est pour ça que Sarah Abitbol l'a dit partout. Elle a été traumatisée et donc paralysée. Elle n'a pas pu parler pendant si longtemps. Il y a un deuxième facteur qui est aussi que quand dans un petit club... Parce qu'en fait, ça commence comme ça aussi, les violences sexuelles. C'est-à-dire qu'évidemment, ça peut concerner des grands champions, des grandes championnes, mais ça commence... Ces grands champions, ces grandes championnes, ils ont commencé dans des clubs amateurs. Et donc, nous, on a souhaité travailler sur ces clubs amateurs. Et effectivement, dans un club amateur, quand il y a un entraîneur sur lequel il y a des soupçons, mais qu'il ramène des médailles le week-end et qu'il fait vivre, vivre le club de la région dans les pages du quotidien régional, forcément, il y a aussi un prestige, ce qui rend difficile la possibilité pour le club de dénoncer l'entraîneur. Et ça, on l'a constaté avec de nombreuses reprises. Et de la famille aussi, qui, pour le coup, se félicite que leur enfant soit accompagné par ce technicien hors pair, par cet entraîneur spécialiste, et qui laisse miroiter une carrière. Alors, il y a deux choses spécifiques dans le sport, mais que connaît bien mieux. C'est effectivement la notion de performance, qui peut écraser tout, et la question du rapport au corps aussi, qui est particulière dans le sport, parce qu'elle est assez centrale. Je voudrais vous ramener à l'actualité avant de débattre des solutions possibles, des mesures possibles. Didier Gaillaguet, le patron de la Fédération des sports de glace, s'accroche à son poste. Mais ce qu'on découvre un peu stupéfait, c'est que personne ne peut l'obliger de partir. Ça, c'est la façon dont effectivement le sport est organisé en France avec les fédérations qui sont assez autonomes. Il y a quand même... Mais le ministère finance ces fédérations. Et c'est pour ça d'ailleurs que le ministère a lancé une procédure de retrait de la délégation à cette fédération pour l'organisation. Combien de temps ce genre de procédure, c'est... Ça passe en justice. Non, je veux dire, c'est dans 3 ans avec les appels et le contre-appel. J'ai peur de vous dire mais parce qu'une fédération, c'est une association, l'État ne peut pas... Mais il y a de grandes chances, je ne sais pas s'il l'a annoncé ou pas, mais en tout cas qu'il conteste en justice effectivement cette décision. Après, sur le fond, ce que je constate, c'est qu'on avait quand même un entraîneur qui avait fait l'objet d'une enquête en 2001 et dont il avait été conclu qu'il ne devait plus s'approcher. Alors là, on parle de Gilles Beyer. Et que le président en question a fait en sorte en 2011 qu'il se retrouve de nouveau en contact avec des mineurs. Donc partant de là, il me semble qu'il y a un moment, il faut assumer ses responsabilités, qu'il y a une erreur. Il y a une faute. Je crois que lui a parlé d'erreur. Je pense que c'est une faute et que donc ça doit aboutir à une démission. Donc vous demandez la démission de Didier Gaillaguet, je vais y arriver, sur Gilles Beyer. Comment c'est possible qu'il soit encore là, cet homme-là ? Comment c'est possible qu'on ait des flyers sur lesquels il est en train de piloter des entraînements pour des stages d'été ? Ça semble incompréhensible. Alors moi je ne sais pas s'il y a système, en tout cas il y a de nombreuses failles dans le système de protection. Il y a des failles, d'une part, dans ce qu'on pourrait appeler le contrôle d'honorabilité des personnes qui sont mises en contact de nos enfants, alors qu'ils soient éducateurs sportifs. Alors là, il y a des contrôles, parce qu'il y a des licences de professionnels, etc., qui donnent lieu à la consultation d'un certain nombre de fichiers, mais il y a un sujet qui est complexe, mais auquel la ministre s'est attaquée, Roxana Maracineanu, qui est toute la question des bénévoles qui sont auprès des enfants, et on est en train de voir comment faire en sorte de contrôler l'honorabilité aussi des bénévoles. Bon. Et puis ensuite, il y a les pratiques. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer, c'est bien de mettre en place des fichiers, etc., vous l'avez rappelé, mais c'est les gens qui sont condamnés, d'une part, qui sont dans ces fichiers-là, donc encore faut-il que la parole se soit libérée, qu'il y ait eu des plaintes qui soient condamnées, bon, question de la libération de la parole qu'on évoquait tout à l'heure, et ensuite il faut que les gens qui sont censés consulter les fichiers, le fassent effectivement. Et c'est tout l'objet du travail qu'on a lancé hier avec Nicole Belloubet et Roxana Maracineanu, sur lequel on reviendra peut-être, parce qu'il y a un moment, il faut qu'on s'assure que les choses soient effectives. C'est bien de faire des lois et faire des fichiers. Du fichier des infractions sexuelles, on va en parler. Il y a la question du casier judiciaire. On va voir un extrait de votre travail, de votre documentaire. Faut-il que le casier judiciaire des entraîneurs bénévoles soit véritablement contrôlé ? Vous avez montré qu'on pouvait embaucher un pédophile dans un club, dans une fédération de tir à l'arc, en toute impunité. Regardez. À la fédération de tir à l'arc, nous arrivons chargés. Des diplômes, un signalement. Comment les instances sportives ont-elles pu laisser entrer un pédophile condamné dans les clubs bretons ? Nous avons posé la question à l'un des grands patrons de la fédération. Benoît Binon est directeur technique national, nommé par le ministère des Sports. Est-ce que pour obtenir un diplôme d'entraîneur, il doit montrer un extrait de casier judiciaire ? Pas pour les diplômes fédéraux. Comme à chaque fois dans cette enquête, il reconnaît que le casier judiciaire des entraîneurs bénévoles n'est jamais contrôlé.
Donc ça, c'est la photo de diplôme d'entraîneur 1. Ça, c'était en 2011. En 2014, il est à nouveau, il a un deuxième diplôme. Ouais, c'est un niveau supérieur, ouais, tout à fait. Toujours pas de contrôle de casier. Toujours pas de contrôle de casier. Est-ce que c'est un problème selon vous ou pas? Aujourd'hui, on peut que constater qu'en tout cas, il y a des failles. Voilà. Adrien Taquet, on ne peut constater que des failles. C'est ce que je vous ai dit. Ouais. Ça veut dire quoi maintenant? Ça va être fait systématiquement? Absolument, c'est ce à quoi on est en train de travailler, parce qu'il y a des... Alors là, en l'occurrence, vous avez des fédérations où il y a, les bénévoles sont sous licence, voilà, et c'est le cas d'ailleurs du cas qu'on voit là. Donc, comme quoi, et d'autres où ce n'est pas le cas. Donc il y a aussi cette problématique-là à prendre en considération. Mais l'idée, il y a une expérimentation effectivement qu'on mène, enfin que Roxana mène dans la région Centre-Val de Loire avec la Fédération française de foot. Et l'idée, c'est très rapidement de valider cette expérimentation et de pouvoir l'étendre. Et si je peux me permettre, le fichier, le fameux FIGES, donc c'est le fichier des agresseurs sexuels, est justement, selon nous, plus solide à cet égard que le casier judiciaire, parce que c'est les infractions sexuelles qui sont portées à ce fichier-là, et elles restent pour 20 ans, 30 ans minimum, en fonction de la nature des infractions. Simon Latournerie, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics ? Maintenant qu'on a cette parole libérée, maintenant que l'omerta se brise. Alors on entend... Parce que je me disais que ça n'allait pas se faire une seule fois, donc j'en avais l'impression que le fait que c'était libéré, ça y est... Non, mais effectivement, c'est le moment d'agir. Il y aura certainement plusieurs étapes par rapport à cela, mais de notre côté, en contact avec les victimes, et avec aussi le mouvement sportif qui est aussi, pour la plupart, en difficulté quand même. Donc d'abord, nous, on s'attache effectivement à ne pas faire la chasse aux sorcières. On a un discours qui, à la fois, s'adresse aux jeunes pour se protéger, mais aussi aux éducateurs, aux encadrants, aux dirigeants, pour mieux protéger les jeunes et mieux se protéger aussi. D'accord, pour protéger aussi leurs institutions, leurs structures. Mais ce qu'il faut, c'est peut-être renforcer la prévention des jeunes et de ces adultes qui gravitent autour. Mais aussi, la prévention, c'est quoi? Par exemple, il faut un entraîneur, un deuxième entraîneur, un entraîneur féminin quand on est une jeune athlète, une jeune sportive? Non, mais il faut apprendre aux jeunes, d'abord, à identifier leurs parties intimes, identifier leur corps, savoir dire non, en parler à un adulte de confiance, ensuite derrière. Donc, c'est-à-dire qu'il faut les former, ces jeunes-là. C'est ce que l'on fait dans les écoles. C'est ce jeune Tom qui vient me voir à l'issue d'une intervention dans une école pour me dire que finalement, il était victime de violences, pas sexuelles, lui, mais de violences de la part de sa maman, à la maison, qui le mordait. C'est cette jeune athlète qui vient nous voir encore pour nous dire qu'elle subissait des violences sexuelles, qu'elle en avait parlé à son entraîneur et qu'il ne s'était rien passé. Mais c'est aussi cet éducateur, cet entraîneur de handball qui a viré un certain nombre de jeunes de son équipe parce qu'il avait fait du bizutage aggravé et qu'il fallait absolument condamner ça. Donc c'est toutes ces actions finalement qu'il faut mener. André Ilanos. En fait, c'est intéressant, je réagis par rapport à ça. Nous, c'est aussi ce qu'on a constaté, c'est-à-dire que en termes de prévention, par exemple, on a travaillé sur un cas qui est très révélateur, où on interrogeait le président d'un club de tennis de table qui avait en son sein quelqu'un qui avait été condamné auparavant pour des violences sexuelles. Et en fait, il ne connaissait pas les outils à sa disposition pour traiter ce cas. C'est-à-dire qu'il était au courant qu'il y avait eu quelque chose, mais il ne savait pas déjà qu'il y avait un article de loi dans le Code du sport, qui est l'article 212-9 il y a un problème d'information. Ouais. Exactement. Et donc, en fait, les présidents de club ne savent pas que la loi leur interdit, évidemment, d'embaucher quelqu'un dans un club au contact de mineurs potentiellement qui a été condamné. Et en fait, vous vouliez parler des solutions. Moi, je me félicite aussi de la tribune qu'il y a eu hier ou avant-hier dans le Parisien, qui a été signée, là, vous l'avez dit, notamment par Thierry Riner, 54 sportifs, qui reprend en fait des solutions qu'on avait proposées aussi à l'époque où l'enquête était sortie, où Disclose avait sorti l'enquête. La première des propositions, c'est de créer un organe indépendant. Et en fait, je reviens juste là-dessus, je voudrais développer un tout petit peu. En fait, ce dont on a beaucoup parlé, on s'est longuement entretenu avec la ministre à ce sujet aussi. La grosse difficulté dans le sport, c'est ce qu'on appelle le conflit de loyauté. C'est-à-dire que c'est très difficile pour un athlète de parler, en tout cas d'être en antagonisme, entre guillemets, en tout cas de s'opposer, disons, à un entraîneur, a fortiori à un club dont on porte les couleurs toutes les compétitions, tous les week-ends. Tous ceux qui ont fait du sport le savent. Et donc, du coup, c'est très compliqué. Et l'affaire Gaillaguet le montre. Le sport, c'est un petit milieu, en fait. Et c'est exactement ce que les gens... on découvre d'ailleurs qu'il est tellement petit que tout le monde, s'il ne savait pas, au moins avait des doutes. Exactement. C'est ça qui est saisissant aussi. Et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne proposition et que la ministre, je crois d'ailleurs, s'est prononcée plutôt favorablement à ce genre de proposition. Et à mon avis, il est intéressant aujourd'hui d'étudier la possibilité de faire un organe de contrôle qui soit indépendant pour que, justement,
moyens pour faciliter la libération de la parole et que les histoires soient vraiment enquêtées jusqu'au bout et qu'on ne soit pas face à justement des réseaux très étroits. Denis Tillinac, comment vous regardez, vous, ce qui est en train de se passer? Je vous entends dire tout le monde a des doutes. Quand on écoute la ministre ce matin sur RTL, j'ai envie de vous poser une autre question, monsieur le ministre, et peut-être à monsieur Latournerie aussi, puisque bon, vous êtes un sportif de haut niveau, vous avez fait tout le cursus, hein, depuis les minimes jusqu'à l'équipe première, et même, si j'ai bien compris, l'équipe de France. Pour les jeunes. Moins de 20 ans. Est-ce que malgré tout, il y a des millions de gosses qui sont licenciés dans les différentes disciplines, est-ce que ça reste marginal, ou est-ce que c'est vraiment, ou est-ce qu'il y en a beaucoup? Moi, j'ai eu mes 4 enfants ont été dans des clubs sportifs aussi, certains sont encore, jamais entendu parler de rien du tout. Alors est-ce que c'est quelques cas qu'il faut que vous œuvriez, monsieur le ministre, mais est-ce que c'est quelques cas ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui gangrène le sport de façon globale? C'est très bien d'abord. Non, mais c'est très bien de poser cette question-là et aussi pour rassurer les familles, quoi qu'il en soit. Oui, parce que on est des amoureux du sport. Hein, tous les parents qui nous regardent se disent est-ce que je laisse mon fils dans tel ou tel club? Il faut les rassurer. Qu'est-ce que faire de sport disent tu ne peux pas m'envoyer là-bas. Voilà, exactement. C'est un argument tout trouvé pour eux. Mais non, évidemment, c'est très important. Le sport a de belles valeurs. Il faut encore une fois les mettre en avant. La pédocriminalité dans le sport comme ailleurs, c'est d'abord le fait de personnes malveillantes. D'accord ? Des personnes qui utilisent le sport et des failles dans le sport pour agir. C'est la séparation de parents, c'est les difficultés de certains parents, un contexte particulier, ils vont, en tant que prédateurs, s'infiltrer dans cette voie-là. Donc non, heureusement, la situation est grave, quoi qu'il en soit, mais le nombre de victimes, d'une certaine façon, est moins important que le nombre de... C'est pour ça que la comparaison avec l'Église est délicate, parce que ce qu'on a vu dans l'Église... Église et Éducation nationale, hein, madame Najo Belkacem. Je ne sais pas, les ministres avaient relevé des... Vous l'avez dit, des endroits où les enfants sont la proie éventuelle d'adultes. Pour l'Église, pour avoir suivi un petit peu des intervenants, notamment France Victime, qui est une structure qui accueille ce numéro d'alerte pour les témoignages et les victimes dans l'Église, il me rendait compte qu'il y avait finalement eu 1000 appels sur la première année, c'est-à-dire 3 par jour. 3 par jour. Ah, je trouve que c'est quand même assez, c'est quand même important. Et dans le sport, tous les jours, nous avons plusieurs témoignages, jusqu'à 5 ou 6 signalements au procureur par mois. Oui, c'est énorme. Voilà. Adrien Taquet, vous vouliez rajouter quelque chose? Une fois encore, c'est 80% des violences, hein, c'est dans le cadre familial. Donc, voilà, il ne faut pas que les familles soient effectivement inquiètes, mais il faut qu'elles soient vigilantes. Et responsabiliser aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, parler à son enfant dès qu'il a 5 ans, 4-5 ans, moi je le fais avec mon fils de 4 ans. J'ai peut-être un biais parce que je travaille sur ces questions-là, mais du rapport au corps, la notion de consentement, dans d'autres mots, du fait qu'il n'y a pas de petits... Le zizi, c'est personnel, pareil pour les pitchs. Il n'y a pas de petits secrets. Il faut le savoir. Il n'y a pas de petits secrets. Entre un adulte et toi, jamais il y a de petits secrets. Il faut que tu me parles de moi. Voilà, ça commence par là. L'école a un rôle à jouer, les parents ont un rôle à jouer, l'école a un rôle à jouer à cet égard. Nous, on pense qu'il faut démultiplier les lieux où il y a cette sensibilisation, parce que c'est aussi des moments de libération de parole. À chaque fois qu'ils font une intervention, et toutes les assos vous dites ça, hein, dans un club, dans une école, etc., à la fin, il y a toujours 2 gamins qui viennent pour dire qu'ils ont subi des violences. Hein. Donc il faut aussi mobiliser le temps périscolaire. On veut bosser avec les maires pour que tout le temps périscolaire dans les communes puisse être mobilisé pour ça. Voilà, donc tout ce travail de prévention est hyper important. Il y a le fichier, il faut renforcer l'effectivité. Et il y a peut-être des propositions qui émanent de députés, et vous aurez le mot de la fin juste après sur ce tour des solutions. Écoutez les propositions d'une ancienne patineuse devenue députée à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'Agnès Firmin-Le Bonneau. Hélène Bonduel l'a rencontrée. Comment dans toutes les associations, parce qu'il y a le sport, il y a la culture, il y a tout, enfin la société en général, comment dans tous les lieux, d'ailleurs presque publics, on met d'abord peut-être le numéro 3919, qui est encore assez peu connu. Comment on explique aux enfants que dès la première photo qu'on reçoit, dès la première caresse, pas tout à fait normale, c'est pas normal qu'un homme vous fasse une petite caresse comme ça, on puisse avoir quelqu'un de référent à qui parler. Et puis comment aussi on sort de cette présomption d'innocence, où on laisse en place des éducateurs dont on peut penser plutôt que d'essayer de protéger les éventuelles victimes. Je pense qu'il faut aussi, dans ce cas-là, être capable de renverser la machine. Pourquoi pas aussi
les jeunes éducateurs sportifs, pas leur faire passer un espèce de test de moralité, mais pourquoi pas aussi. Enfin, je veux dire qu'il faut mettre tout l'arsenal possible et toutes les chances de notre côté pour que ça n'arrive plus. Ça brise des vies et ça n'est pas possible, ça n'est plus possible. Voilà, il y a des idées, y compris sur les bancs de l'Assemblée, des tests de moralité. Je voyais hausser les sourcils. Plutôt formés, je pense, mais c'est le travail qu'ils font. Et d'ailleurs, j'étais au CREPS avec le Colosse au pied d'argile, avec Roxana Mariciano, d'ailleurs, CREPS d'Île-de-France. Former, sensibiliser les professionnels, voilà, leur faire prendre conscience. D'une part, qu'on est très alerte sur le sujet et que l'espèce d'ambiance, un peu de laisser aller, laisser faire, oh, c'est pas si grave que ça, etc., c'est terminé, en fait. Voilà, quel que soit le milieu, c'est terminé maintenant, on ne laissera plus rien passer. Et puis les sensibiliser, les former à des façons de se comporter qui sont un peu plus respectueuses des enfants. Voilà. Merci. Merci. On va terminer avec peut-être votre passé d'éditeur, parce que je voulais avoir votre sentiment là-dessus, puisqu'on a parlé de Gabriel Matzneff et de cette affaire autour du livre de Vanessa Springora, Le consentement. Vous avez refusé d'éditer son journal. Tout de suite, oui. Pourquoi ? Il est resté comme auteur. Il était bien avant moi, 30 ans avant moi, à la table ronde. Et j'ai continué à publier des essais philosophiques et autres. Pourquoi ? Parce que j'avais regardé quand même et j'avais vu... Je m'étais d'ailleurs étonné qu'il n'ait jamais fait l'objet de procédures judiciaires. Il était question d'enfants de 9 ans. C'est un journal, c'est pas... C'était à quel moment précisément ? J'ai pris la table ronde au printemps 90. Je lui ai dit, la table ronde, tant que j'y serai, ne te publiera pas. Vous lui dites ça et vous en parlez dans le monde de l'édition ? Il n'était pas content, hein, il a dû me juger prude et voyez, et il est allé soumettre ses cahiers ailleurs. Mais simplement, il y a eu un débat où vous avez pris cette décision en votre âme et conscience et puis ça en est resté là. Il disait, ouais, il y a une espèce d'atmosphère de bigoterie, de moralisme qui s'instaure dans ce pays. Il n'en a pas trop souffert non plus. Pendant des années, il a été... en définitive, il était... Quand on lit son journal, ce qu'il faut voir, c'est le nombre de rendez-vous qu'il avait avec des gens importants de l'édition. Il y a une complaisance... Je le dis, puisque je l'ai écrit jusqu'au plus haut sommet de l'État. Le président de la République de l'époque le recevait, l'appréciait. Pas forcément pour ça, c'est pas du tout ce que je veux dire. Il appréciait surtout, je crois, ses essais, son ton, puis cet côté dandisme. On était à un moment où les déconstructeurs 68 arts avaient quand même relativisé toutes les normes morales. Et vous vous sentiez isolé à ce moment-là ? Oui, et vraiment, c'était... Oui, je me sentais isolé parce que je voyais bien que quand Denise Bombardier a dénoncé ça lors sur le plateau d'Apostrophe chez Pivot, en présence de Matzneff d'ailleurs, elle a dit dans mon pays vous seriez en tôle. Tout le monde a rigolé, on a dit c'est une mal baisée, quoi, c'est une réac. Voilà. On a dit ça. Bon, écoutez, merci de l'avoir fait, même si ça n'a pas empêché de trouver d'autres auditeurs. Sur le plan moral. Oui, d'ailleurs, vous assumez, réac qui s'assume. Merci à tous d'être venus débattre. On va parler maintenant d'un grand homme, un monument. Ce monsieur-là, écoutez, c'était en 1958. Au-dessus des querelles politiques, qu'il existe un arbitre national élu par les citoyens qui ont un mandat public qui soit chargé d'assurer le fonctionnement régulier des institutions, qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le temps et la possibilité, qu'il existe un Parlement destiné à représenter la volonté politique de la nation, à voter les lois, à contrôler l'exécutif, mais sans sortir de son rôle. Ça vous fait quoi de le voir comme ça, à chaque fois ? Parce que quand on vous lit, on ressent l'amour, véritablement, vous avez pour lui. Ah si, vraiment. Rien, parce que c'est un héros. Un héros n'est pas un saint, n'est pas un sage. Il a connu beaucoup d'échecs. Il a été sujet à des mélancolies, des doutes, des moments presque dépressifs. Mais bon, effectivement... quand il a quitté le pouvoir, on est passé du sacré au profane, si je puis dire.
il avait installé son rôle à une telle altitude que tous les autres en pâtissent. C'est pour ça que c'était si difficile pour son successeur immédiat, Pompidou, qui fut un très bon président. Si vous deviez dire à des jeunes qui ne l'ont pas connu, qui ne font que l'étudier en classe d'histoire, s'il y avait une leçon à tirer de Gaulle. Il y a un moment où les vertus ordinaires qu'il faut respecter, qui ont été inculquées par les parents, quand quelque chose de plus important qu'on peut se sentir nous pousse à l'irrégularité pour devenir un aventurier, il faut y céder. Et c'est ce qu'a fait De Gaulle le 17 juin 1940. Alors, vous dites, d'ailleurs dans votre livre, que l'urgence pour les générations à venir est de redécouvrir le sens de l'honneur, de la grandeur, de l'insoumission aussi. Vous écrivez franchement une forme de précis aussi de gouvernance à travers ce dictionnaire à l'intention d'un certain Emmanuel Macron, non? Oui, c'est vrai que j'ai assez souvent pensé au président de la République quand j'ai écrit ce livre. Bon, à lui et à quelques prédécesseurs que j'ai pu connaître personnellement, parce que on va commémorer De Gaulle beaucoup cette année. La date de son décès, le 18 juin, mais j'ai peur qu'on le noie sous les louanges en disant « ouais, mais c'était une autre époque et c'est plus possible maintenant ». Non, l'art de bien gouverner n'a absolument pas changé depuis les Césars, depuis le Colbert ou Louvois, depuis le cardinal de Richelieu, depuis le premier consul, depuis Clémenceau en 17. Non, il n'a pas changé. Alors, je vais vous montrer quelques images. C'est possible, non pas de singer De Gaulle, mais d'exercer le pouvoir à l'altitude requise par la nature des institutions. Je vais vous montrer deux images. Une très récente, c'est le président de la République aux côtés d'un dessinateur, Jules. C'est en marge du festival d'Angoulême. Vous la voyez, cette image, cette photo, elle a beaucoup circulé dans les médias, sur les réseaux sociaux, avec ce t-shirt LBD 2020, très clairement pour dénoncer les violences policières. Puis il y en a d'autres, on pourrait en prendre beaucoup d'autres, mais on en a pris une, c'était pendant la Coupe du Monde de football. Regardez-le, c'est Emmanuel Macron qui savoure le but marqué. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire ? Oui, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, mais ne l'accablons pas. Hollande et Sarkozy, qui sont des copains par ailleurs, eux aussi ont contribué à désacraliser la fonction. Peut-être que par les temps qui courent, c'est pas facile. Il faut savoir se tenir quand on est président de la République, parce qu'on n'est pas le chef d'un exécutif comme M. Johnson ou la chancelière Merkel. On est assis sur ce trône élyséen sur 15 siècles d'inconscient monarchique. Ah oui. 15 siècles d'inconscient. Vous en parlez d'ailleurs, à l'occurrence T, il y a cette tenue qui dit tout de Gaulle, à la fois de cet homme qui était soit en habit militaire ou en costume cravate, mais qui était un homme droit, qui savait se tenir. Ça, on sent que c'est très important pour vous. Il savait se tenir. Alors, il y a cette question de tenue qui allait de pair avec le fait que sa parole était rare, solennelle. Ses décisions s'entouraient de secrets. Il l'avait défini d'ailleurs dans le fil de l'épée dès la fin des années 20, quand il a fait son premier essai. Il a défini celui qu'il allait... On va éteindre ce portable, c'est pas grave. Mais c'est drôle ce que vous dites. Excusez-moi. Allez-y. Ce que vous dites, c'est drôle parce que savoir se tenir, la parole rare, quand on se souvient des débuts d'Emmanuel Macron élu, souvenez-vous de ses conseillers, le gaulo-mitterrandien, la verticalité. Alors voilà, le président... Elle a disparu aujourd'hui. Vous avez raison. Macron a envie d'être gaullien, le désir assez profondément. Ça, je lui fais ce crédit. Et les débuts du quinquennat ont correspondu à ce désir. Il a été solennel, un peu distant. Il faut une distance. Il a voulu faire de la proximité parce que des communicants lui ont dit que c'est comme ça que ça se passe. Mais De Gaulle avait une proximité avec personne, y compris ses plus proches collaborateurs. Il avait une intimité avec le peuple. Il allait prendre des bains de foule, il allait faire des voyages en province, à l'étranger. Intimité n'est pas proximité. Vous voyez, on est dans un monde où, avec l'info en continu et les réseaux sociaux, il faut que plus que jamais, le président
protège sa mission et qu'il ait comme conscience intimité, par exemple, comme institution, on aurait pu en parler beaucoup. Vous dites tous les héros historiques ont dévié en zigzag traversé d'amour sublime. Écrivez-vous à propos de Gaulle et vous dites au contraire que il n'y a qu'un H majuscule pour De Gaulle, qui était un homme finalement sans histoire, ou en tout cas avec une minuscule. L'homme privé n'a aucun intérêt, il n'est pas anecdotique, il n'a pas de maîtresse, il ne faisait pas d'extravagance, il vivait comme un homme de son milieu avec les goûts banals, il regardait la télé le soir, il faisait des réussites, et puis voilà. Donc mais c'est un monument d'histoire. Et l'homme public, par contre, avait conscience de son inscription dans l'histoire, dans la mémoire longue de la France. Ouais, ce que j'aurais envie de dire au président Macron, de lui rappeler plutôt. C'est ce que De Gaulle a dit un jour à un de ses collaborateurs, je crois que c'est Gaston Palevski. Il lui a dit, attention, d'abord la France, après seulement l'État, et puis après le droit. Oui, vous l'écrivez ça. On a l'impression qu'ils ont inversé. Dictionnaire amoureux du général, c'est signé Denis Tinigac. Vous en avez fait beaucoup des dictionnaires. Vous avez commencé par la France, il y a eu le catholicisme, aujourd'hui c'est De Gaulle. C'est aux éditions Plomb et on picore comme ça, c'est l'avantage des dictionnaires. Un petit chapitre... Quand on le souhaite, c'est passionnant. Vous restez avec nous, on va parler d'un tout autre sujet. Serait-il plus difficile d'être asiatique en ces temps de coronavirus? La crise sanitaire que traversent les habitants de Wuhan, en Chine, a rouvert évidemment la boîte de Pandore du racisme anti-chinois. Maïté Frémont a rencontré une Française d'origine chinoise qui vit dans la capitale. Elle explique qu'elle est interpellée de façon assez inhabituelle. Écoutez son témoignage. Déjà que vous nous inondez avec vos merdes venues de Chine, je suis désolée, je ne suis pas grossière, maintenant votre virus, cette chinoise, et puis il a continué son chemin. Ces propos, Christine les a pris en pleine figure. La scène se déroule mercredi dernier dans un quartier bourgeois de Paris. Et pour cette Française d'origine chinoise, c'est le choc. La dernière fois que j'étais allée en Chine, c'était un séjour linguistique. C'était dans les années 2000, j'étais encore étudiante, enfin, ça fait il y a 20 ans. J'ai plus de famille en Chine, j'ai l'impression que tout d'un coup, tout était de ma faute et j'ai pas compris en fait. Jamais Christine n'aurait pensé que ses origines seraient un jour assimilées à un virus. Elle en riait même avec son compagnon. Si ça arrive dans l'école des enfants, ils seront les coupables tout trouvés. Tiens, ça va être chouette, dommage qu'il n'y a pas les grèves, j'aurai un petit peu plus de place dans le métro. Mais vraiment de l'humour noir. Mais face à ce déferlement de haine, Christine décide, comme de nombreuses autres victimes, de poster son témoignage sur les réseaux sociaux. Le pire des virus, c'est le racisme, alors si tu rajoutes l'imbécilité et l'ignorance... 3 petits points. Depuis plusieurs jours, la psychose et la stigmatisation se propagent. On a beaucoup de paquets qui arrivent de Chine, alors il y a un collègue qui ne veut pas les distribuer, mais de toute façon... J'ai un marchand de légumes qui est chinois, je vais toujours acheter mes fruits et légumes chez lui, mais je ne vais pas acheter le reste, ça me fait peur. C'est le gars qui dans le métro se lève parce qu'il y a un Chinois qui s'assied à côté de lui. C'est la personne qui relève son écharpe parce qu'il entend tousser et que c'est un Asiatique quel qu'il soit. Parce qu'après on confond tous les Chinois, les Japonais, les Vietnamiens, etc. Et donc tout ça, ça fait que ça met quand même une ambiance un petit peu désagréable. Le coronavirus est-il un prétexte à un racisme anti-asiatique ? C'est en tout cas ce que dénonce l'acteur Frédéric Shaw qui n'a pas du tout aimé l'un des derniers sketchs de Nicolas Canteloup. Il faut attraper cette chinoise impérativement. Oui, écoutez, vous faites ce que vous pouvez, vous la tirez comme vous voulez, vous mettez, je ne sais pas, moi, des nems en ligne sur le trottoir, et au bout, une grande tapette à chinois, et puis, elle ne doit pas... Non, mais écoutez, elle ne doit pas nous échapper. Christine, elle, interroge ce soir les élus. La plupart des élus sont blancs, donc ils ont jamais été aussi agressés, enfin, et quand ça n'arrive pas à soi... Rends-toi compte du mal que ça peut faire. Pour ce type de comportement raciste, qui a réagi ? Et nous ont rejoint sur ce plateau Stéphanie Do. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes députée La République En Marche de Seine-et-Marne. À vos côtés, Julie Amaïd, bonsoir. Vous êtes la fondatrice de Koi Magazine, le premier magazine en France dédié à la communauté asiatique. Et enfin, j'accueille Lynn Landau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France Info. On va partir de ce reportage. Ça vous surprend, ce témoignage de cette Française d'origine chinoise ?
ou pas? Je pense qu'il faut déjà relativiser tout ça, parce que je pense que la situation est stable en France. Il n'y a pas d'épidémie. Il n'y a pas de chaîne de transmission en France. Il y a que 6 cas confirmés depuis la semaine dernière. Donc, il ne faut pas faire tout à tatar, la peur, la panique. Bien sûr, mais que ça cesse. Cette jeune femme est interpellée violemment dans la rue. Est-ce que, pour vous, c'est forcément lié à cette épidémie-là qui, forcément, vient de Chine, ça c'est indéniable, et qui suscite des craintes, ou il y a quelque chose, au fond, qui se réveille dans une forme de racisme? Je pense qu'il y a des personnes qui profitent de la situation. C'est le moment de défouler aussi. Hein. C'est quand même du racisme, de la xénophobie aussi. Hein. C'est le moment de se défouler pour se faire plaisir, tout simplement. Léna Dao, vous avez lancé, vous, sur votre compte Twitter, un appel à témoins. Oui. Vous avez reçu beaucoup de témoignages? Bon, pas mal, une dizaine, mais en fait, j'ai lancé cet appel à témoins pour être sûre que c'était pas juste un petit phénomène. Et je me suis aperçue qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes dans mon entourage proche et des inconnus qui ont vécu des situations où ils ont été insultés, où on les a évités. Donc, c'est pas du tout un phénomène isolé, hein, ce témoignage qu'on a entendu il y a quelques minutes. Oui, en fait, quand j'entends son témoignage, je suis surprise, oui et non. En fait, je savais qu'il y avait déjà un racisme anti-asiatique latent en France. Et en fait, je ne pensais pas que les gens profiteraient du coronavirus pour déverser leur haine. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ils se servent du coronavirus comme d'un prétexte pour déverser tous les clichés racistes qu'ils ont déjà à la base sur les Asiatiques. Julie Amaïd, ce racisme, de quoi procède-t-il? Est-ce que vous avez l'impression que les racistes anti-asiatiques ont l'impression de l'être? Non. Alors non. Très souvent, c'est une blague. Il ne faut pas le prendre comme ça, c'était juste pour te taquiner, etc. Souvent, les gens, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, les gens veulent avoir la petite blague, le mot qui fait rire, ils veulent se sentir un peu intéressants, ils veulent être retweetés, ils veulent qu'on aime leur post, etc. Donc, on le fait plutôt pour être intéressant, pour faire rire sa cour, et on ne se rend pas forcément compte qu'en face, il y a des personnes, des humains, qui sont blessés et qui en ont marre d'entendre ces réflexions, parce que peut-être que c'est marrant comme ça de faire une blague, sauf que ces personnes-là, en général, reçoivent ce type de blague 3, 4, 5 fois par jour, même plus en ce moment, c'est l'hécatombe. Et voilà, au bout d'un moment, c'est difficile. Il y a des blagues, il y a aussi des insultes. Hein. Et des agressions. Sur les réseaux sociaux, ça déborde. Ça déborde, il y a des agressions aussi dans les écoles, parce que nous, effectivement, on ne va pas se bousculer dans le métro. C'est arrivé, mais de manière assez isolée. Mais par contre, à l'école, il y a des gens qui se bousculent, qui se crachent dessus, etc. Où là, on commence vraiment à dépasser les limites, quoi. Denis Télénac, comment vous regardez ça? Parce que c'est... Je ne crois pas qu'il y ait profondément de racisme chinois, en tout cas qui prennent source dans les profondeurs de l'inconscient collectif. On n'a jamais eu d'ailleurs de conflit direct avec la Chine, bon, un peu avec l'Indochine, mais bon, on a une communauté asiatique à base d'Indochinois et de Chinois dans le 13e arrondissement de Paris, et les relations n'ont jamais été conflictuelles avec les Français de souche, comme on vient de dire. Alors, effectivement, on parle de la Chine différemment. Il y a une espèce de peur de la Chine depuis quelques années. Hein. Comme si on était en train de se rendre compte que... on était avec des sportifs tout à l'heure. Dans la géopolitique, on se rapprochait de la finale. Et la finale, elle opposera les États-Unis à la Chine. Et nous, on est un peu largués. Et on parle des performances chinoises en économie qui vont dépasser un jour celles des États-Unis. On parle de la route de la soie. On parle de tas de choses qui font que, effectivement, le regard sur le chinois, la sur la Chine, est probablement... C'est pas une sinophobie, c'est peut-être une méfiance, une inquiétude. Le français a un fond rural, c'est une antique paysannerie où on se méfie toujours de celui qui arrive, fût-ce du village voisin d'ailleurs. Dao, je sens un peu ça. Hein. Au fond, la montée en puissance de la Chine. Puissance, n'exagérons pas, mais il y a la puissance de la Chine est quand même là. Ah oui, on parle beaucoup de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On parle de la Chine comme d'une puissance qui éventuellement peut faire peur parce que voilà, les Chinois sont nombreux, et puis je pense que ça rejoint un petit peu cet imaginaire, ça fait appel aux peurs profondes qui, je pense, sont héritées de l'époque coloniale, en fait. D'ailleurs, le président chinois lui-même accuse... Vous voulez dire la guerre d'Indochine?
Oui. Oui, peut-être. Alors, il reste quelque chose, mais c'est beaucoup moins prégnant que les séquelles de la guerre d'Algérie dans nos rapports avec nos compatriotes maghrébins. Mais le président chinois accuse même Donald Trump, en ce moment, dans ce contexte d'épidémie, au fond, d'une certaine forme de dénigrement, d'une certaine manière. Oui, et puis on appelle le coronavirus le virus chinois. Moi, je ne me souviens pas qu'on ait déjà appelé d'autres virus le virus américain, le virus européen, le virus africain. Pour Ebola, je ne l'ai pas entendu, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il y a une stigmatisation, une exotisation de ce virus. Et je peux comprendre qu'on se sente, d'une certaine manière, agressé. En tout cas, aujourd'hui, les Chinois en France se sentent mal à l'aise par rapport à ça. Stéphanie Do, on l'a même vu, les Nations Unies se sont émues de la manière dont Donald Trump, notamment, essayait de, au fond, instrumentaliser cette épidémie et ce rapport de force aussi qu'il existe avec la Chine. Vous êtes inquiète ? Je pense que c'est Donald Trump, on le connaît assez bien. Oui, il est en campagne, donc il faut se faire parler de lui. Donc je ne rentre pas dans ce... Mais vous considérez qu'à l'échelle mondiale, depuis cette épidémie, il y a une forme de stigmatisation un petit peu systématique ? Je pense qu'il y a une certaine aussi, au-delà de l'aspect du racisme, la xénophobie, je pense qu'il y a aussi de la jalousie par rapport à la réussite chinoise. Il y a une crainte de cette puissance qui va devenir bientôt la première puissance mondiale. D'où il y a aussi pas mal de manipulations. Il y a pas mal, vous savez, ce que c'est les États-Unis et la Chine. Moi-même, je suis d'origine vietnamienne, je sais ce que c'est la guerre d'Indochine. C'est toujours au milieu avec des grandes puissances qui essayent de manipuler pour que... Oui, les deux d'ailleurs, essaient de manipuler les Viet. Liliane Dao, il y a une journaliste de Slate qui a écrit cette semaine qu'il aura fallu le coronavirus pour que, je cite, saisir que la maladie du racisme anti-asiatique se niche dans notre chair. Elle a raison ou ça va un peu loin ? Je pense que le racisme anti-asiatique, on a déjà commencé à en parler en 2006 avec la mort du couturier chinois Zhang Shaolin, qui a été tabassé à mort. 2016 ouais. En 2016, il a été tabassé à mort parce que son agresseur pensait qu'il avait de l'argent liquide sur lui. Et je pense que la vraie prise de conscience de l'existence d'un racisme anti-asiatique a commencé à ce moment-là. Et je pense que c'est à ce moment-là aussi que plein de personnes en fait, se sont engagées en fait, dans le militantisme. Et effectivement, le coronavirus, c'est quelque chose qui ravive un racisme anti-asiatique qui, je pense, est déjà latent. Alors, un racisme anti-asiatique, je vais vous montrer un extrait assez édifiant, dont on parle beaucoup moins que le racisme anti-noir, que le racisme anti-maghrébin. Comment vous l'expliquez ? On dit souvent que la communauté asiatique est très intégrée, discrète. Est-ce que c'est pour ça qu'on n'est pas capable de donner la place publique, médiatique qu'il convient pour dénoncer ce type de dénigrement, de racisme ? Moi, j'ai l'habitude de faire un pas de côté dans les on-dit. Parce qu'en 2010, il y a déjà eu des manifestations de personnes d'origine asiatique à Belleville. Il y en a eu à nouveau en 2011. C'est vrai. Quand le couturier Zhang Shaolin est mort à Aubervilliers, a été agressé à Aubervilliers, il y a eu des manifestations en 2016. Il y en a eu encore après pour d'autres cas. Donc, il y a des mobilisations. Il faut parfois aussi tendre l'oreille, regarder qui manifeste, tendre les micros aussi. Il y a aussi la responsabilité des médias d'aller vers ces communautés pour savoir aussi ce qu'elles revendiquent, quels sont les problèmes qui les préoccupent. Donc, peut-être que pour la première génération d'immigrés, les primo-arrivants, ceux qui sont arrivés peut-être dans les années 70-80, peut-être qu'ils ont une certaine reconnaissance envers la France, de les avoir accueillis, de les avoir sauvés d'une certaine manière. Ils se sentent redevables, donc ils se sont dit, on ne va pas faire de vagues. Mais comme pour beaucoup d'immigrés de première génération se disent, bon, si tu reçois une insulte... Tu la fermes. Profil bas. Voilà. Oui. Profil bas, tu encaisses, et voilà. Et souvent, les enfants, eux, se disent, non mais moi, je suis français, j'ai grandi en France. Effectivement, mon physique est différent de Français qui sont là depuis des générations, mais voilà. Je vais vous montrer un extrait, justement,
d'un exemple, d'un Asiatique qui fait profil bas, qui accepte tout. C'est assez édifiant. C'est pour comprendre au fond que ce dénigrement-là, il dépasse largement la crainte d'un virus venu de Chine. C'est un reportage réalisé en 2002. Ça se passe à Levallois-Perret, dans la permanence de campagne de Patrick Balkany. C'est une séquence avec Isabelle Balkany et l'un de ses employés municipaux d'origine cambodgienne. Regardez. Véronique ? Isabelle continue de travailler comme si de rien n'était. Regardez bien ses mains qui s'agitent sur son bras. C'est un employé de la mairie qui évite notre caméra. Tous les soirs, après ses heures de bureau, il vient masser sa patronne. C'est lui, il est cambodgien. Son surnom, Grindry. Voilà. Vous pouvez appeler mon mari, mais alors, bah tiens, Grindry, va donner mon téléphone à Patrick et puis tu me le ramèneras. Hein. D'accord. On va vous emmener le téléphone. Hein. Tiens, Grindry, amène-lui ça, Patrick, en même temps. Les verres, c'est gagné. Oui, Grindry, amène-lui ça en même temps, dépêche-toi. Grindry, c'est un petit boat people qu'on a installé, qui est venu à Levallois il y a 20 ans. C'était Chirac qui nous a demandé de prendre des boat people dans les villes. Et il est venu avec toute sa famille, c'est un boat people. Et il a un nom pas possible. Il s'appelle... Alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on trouvait pas ça drôle. Et un jour je l'ai baptisé Grindry et toute la mairie, il est au courrier à la mairie, toute la mairie l'appelle Grindry. Voilà. Et Grindry, on l'adore, il est extra. C'est vrai que pour les vues de l'extérieur, ça fait bizarre. Une réaction, Julia Maïd. Moi je suis écœurée. Là je tombe des nues. J'essaie de me rassurer en me disant que c'était en 2002. Que les choses ont dû évoluer. Voilà, c'était en 2002. J'espère que les choses ont évolué. J'espère que ce monsieur a pris un peu plus d'assurance et se rend compte que de la condescendance avec laquelle on l'a traité et que maintenant, il ne se sent plus redevable de faire tout ce qu'on lui demande. On a l'impression que voilà, c'est absolument pas tabou. Il est objectif. Il y a presque une volonté d'assumer quoi, une certaine forme voilà, de... Est-ce que c'est pas le comportement d'une bourgeoise avec son employé de maison d'origine non européenne? Non, je pense que c'est plus installé dans le système. En fait, ce qui qualifie le racisme anti-asiatique, c'est qu'il y a des préjugés positifs. Donc ça, on l'a pas toujours vu comme une sorte de racisme, mais c'est une forme de racisme. Un préjugé, même positif, reste un préjugé. C'est-à-dire, ils sont sympas, ils sont discrets, ils font pas de vagues. Et le message que je chômage. Et le message que je vois, c'est vous êtes discret, on vous aime bien parce que vous faites pas de vagues. Mais c'est-à-dire, c'est qu'on vous aime bien parce que vous effacez votre identité. Et dès que les personnes commencent à parler, à s'imposer, à dire non, moi je suis de la deuxième génération, je suis française et je veux pas être envoyée à mon faciès, eh bien là, ça dérange un petit peu plus. Denis Tillinac, pour terminer. Oui, vous avez raison. Rapidement. Il y a la perception du fait que les communautés asiatiques en France s'en sortent très bien, les gosses sont premiers à l'école. Des implantations de commerce se multiplient. On parlait de Belleville tout à l'heure, ça s'effritait un peu avec les rebeux, parce que petit à petit, des commerces chinois prenaient la place de commerces qui étaient tenus par des Maghrébins. Ils sont perçus comme un peu, vous savez, il y a des gens avant la guerre qui disaient les Juifs, finalement, bon, ils ramassent le fric, mais c'est parce qu'ils sont plus intelligents que nous. Il y a un peu le même truc, les Shintok, ils sont malins et petit à petit. Non, mais j'essaie d'analyser. J'essaie d'analyser les. Je vous décris les choses. Les racismes et les préjugés. Il ne faut pas se raconter des histoires. Les gens disent ça, les Asiatiques, à 95%. Il ne faut pas. Faut sortir un peu du 7e arrondissement de Paris. On avait envie d'en parler sur ce plateau pour essayer de pointer du doigt ces phénomènes racistes qui, on l'a compris, dépassent cette question de la crainte d'un virus. Merci beaucoup. On va accueillir, pour terminer, Elsa Mondingava. C'est l'heure de notre point retraite, vous le savez, comme tous les jours. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Le point retraite pour une retraite à point, on le dit, on le redit. L'obstruction des Insoumis ralentit considérablement l'examen du texte en commission spéciale. Où en est-on ce soir ? Alors, on en est en ce moment à l'article 7 donc du projet de loi pour la réforme des retraites. C'est celui qui met fin aux régimes spéciaux à la SNCF et à la RATP. Notamment, on a voté aujourd'hui un article qui crée ce fameux régime universel. Et donc, on y met toutes les professions qui avaient des retraites un peu particulières, les travailleurs indépendants, les professions libérales, les agriculteurs, les profs, les policiers, les magistrats. Oui, mais sauf que toutes ces professions, elles sont en train de négocier avec leur ministère de tutelle pour avoir des aménagements.
Et donc, ça donne des discussions bilatérales, en plus une conférence de financement avec des partenaires sociaux et donc des députés de l'opposition qui ont l'impression de passer à côté de l'essentiel. Écoutez. Il y a une troisième mi-temps, il y a eu 2 ans de concertation, il y a le débat parlementaire, et puis il y a des choses qui sont renvoyées à plus tard. Enfin, la seule démonstration que vous êtes en train de faire, c'est que vous n'êtes pas prêt. On n'explique jamais comment on bouche les trous. Je crois que M. Vallot a posé le même type de question. On n'explique jamais comment on bouche les trous. Il y a bien un moment donné, il faudra les boucher. Parce qu'on n'est pas dans un monde idéal. On est dans un monde où à un moment donné, il faut financer ce qu'on décide de faire. Ce que nous sommes en train de faire, personne ne l'a fait. De mettre l'ensemble de nos concitoyens dans le même régime. Donc c'est un chantier d'ampleur sur lequel... Évidemment, comme je le dis à chaque fois, il va falloir recaler en permanence, il va falloir affiner les trajectoires. Voilà des explications du rapporteur qui ne convainquent pas vraiment les oppositions. Je vous rappelle que les Insoumis, eux, ils ont déposé des amendements, ils veulent supprimer chaque alinéa du texte. Ils continuent donc à défendre leur position. Les débats vont durer très certainement jusqu'à la semaine prochaine. C'est une course contre la montre. Les retraites, vous y comprenez quelque chose? Ça vous intéresse? Non, c'est toujours pareil. Le principe est louable, mais après, ça a l'air tellement compliqué que... Bon, en tout cas, on essaye à faire un peu de pédagogie ici sur RCP. Merci beaucoup, Denis Téminac, d'être passé nous voir dans cette émission. Merci à toutes, mesdames. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à demain.